Il est 20h à Kinshasa, 1 heure de plus à Kindu dans le Maniema. C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 25 août. Encore des morts par le feu, un incendie calcine des corps et ravage des commerces à Masikita, ici à Kinshasa. Les soldats du feu, toujours absents lorsqu'on a besoin d'eux, ont encore prouvé que les villes congolaises sont à la merci des flammes d'où qu'elles viennent. Dans 8 jours, les bleus blancs reprennent l'école. Si eux s'enthousiasment, les parents stressent. Les demandes sont toujours croissantes alors que les ressources stagnent. Vous le verrez dans ce journal. Des nouvelles adhésions au programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation. Des combattants des groupes armés d'autodéfense jettent des armes et choisissent la paix. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Nous vous l'avions dit, encore des morts par le feu. Un incendie calcine les corps et ravage des commerces à Masikita, à Lupen, ici à Kinshasa. Les soldats du feu, toujours absents lorsqu'on a besoin d'eux, ont encore prouvé que les villes congolaises sont à la merci des flammes d'où qu'elles viennent. Témoin de l'événement, Iverson Kabwaba. Des morts au marché de Lupen vers le rond-point Masiki. Ils sont victimes d'incendies ravageurs qui s'est déclaré ce lundi 25 août 2025. Les causes de ces feux ne sont pas encore connues, mais les témoins sur place évoquent les mauvais circuits électriques qui seraient à l'origine de la tragédie. On dénombre la mort d'une femme et 2 hommes calcinés par le feu. Des magasins entiers emportés par le feu, un événement qui laisse sans mots les propriétaires de ces boutiques. L'émotion visiblement au visage. Ce feu a commencé à l'immeuble Mutombodi Kembe depuis 2 heures du matin et nous attendons les autorités pour faire les enquêtes. 3 personnes ont perdu la vie. Les autorités sont appelées à renforcer la sécurité, la vigilance et le contrôle des installations électriques afin de pouvoir épargner la population de ces genres d'accidents à répétition à Lupen. Vulgarisation des textes légaux sur les comités provinciaux et locaux de sécurité. Le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, a dirigé son curseur sur le Kwilu pour le lancement officiel. Kwilu, cette 7e province, à rendre effectif cette dynamique qui marque un tournant décisif vers une gouvernance sécuritaire de proximité renforcée. Les détails avec Boubou Anan Mokondi. Confrontés à divers problèmes d'insécurité, notamment les phénomènes Mobundo, les grands Bandundu voient le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jekme Chabani, lancer cette dynamique de la gouvernance sécuritaire à la base. En présence de quelques notables et élus nationaux de ce coin, dont l'honorable Marie-Ange Lukiano Fonkolo, la vulgarisation de cette dynamique est une réponse efficace contre cette instabilité au niveau des communautés. Maintenant, nous sommes rassurés que tous les problèmes sécuritaires ont un cadre approprié pour des solutions idoines. Comme dans toutes les autres provinces où les communautés locaux de sécurité ont été lancées, les patrons de la sécurité nationale ont réuni les partis qui interviennent dans cette initiative pour la première phase de leur mise à niveau. Une initiative qui nécessite l'appropriation de la population, première bénéficiaire de cette gouvernance sécuritaire de proximité. La vision du président de la République, tel que traduit dans le 2e pilier du programme d'action du gouvernement, fait de la réforme du secteur de sécurité l'une des principales priorités de notre pays. Celle-ci devant conduire à une gouvernance sécuritaire mettant l'homme au centre de toutes les actions en vue de sa stabilité et de son bien-être social. Remettre l'ordre public et faire respecter la loi à travers toute la République est l'objet de la mission du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jekme Chabani, qui, depuis sa prise de fonction, ne cesse de placer comme priorité une gouvernance sécuritaire efficace et de proximité qui met au centre de l'action les communautés locales, comme le veut le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Et lui poursuit son séjour à Kindu dans la province du Maniema. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita, a présidé ce lundi une séance de travail avec les unités du quartier général avancé de la 33e région militaire. Juste après, il a visité le centre de santé de référence de l'Ouama et a eu un échange avec les femmes des militaires. Une tournée qui allie stratégie, évaluation et proximité humaine, marquant une nouvelle dynamique au sein de l'armée congolaise dans le Maniema. Je reste au Fondji. C'est une étape clé dans sa tournée à Kindu, dans la province du Maniema, visant à évaluer la situation sécuritaire et à renforcer la dynamique opérationnelle sur le terrain. Au cœur de cette rencontre, le commandant second de la 33e région militaire, le général de brigade Kazita Mukondo Olivier, a présenté un briefing détaillé de la situation sécuritaire de la province. Il a évoqué une stabilité générale malgré la présence sporadique des groupes armés Ouazalendo responsables d'actes de banditisme urbain et d'insurrection isolée. Des questions cruciales telles que la gestion des effectifs, l'approvisionnement, la spoliation du domaine militaire et la structure du commandement ont été débattues dans un échange franc et interactif. Dans les contextes actuels, la crédibilité de nos forces armées est primordiale. Vous avez le devoir, sans faiblesse, d'assumer pleinement votre mission fondamentale, celui de défendre les frontières de la République démocratique du Congo. Dans la foulée, le vice-premier ministre s'est rendu à la direction générale des travaux. Il a inspecté 2 projets d'envergure. L'extension de la piste de l'aéroport national de Kindu de 600 mètres et la construction de 3 centrales hydroélectriques. 2 initiatives stratégiques pour le désenclavement et le développement durable de la province. Il a poursuivi sa tournée au centre de santé militaire de référence de l'Ouama, où il a échangé avec le personnel médical sur la qualité de soins offerts aux militaires et à leurs familles. Toujours fidèle à sa mission humaine de la défense, Maître Guy Kabombo Modianvita n'a pas oublié les épouses militaires, souvent en première ligne de soutien moral et social aux soldats. Lors d'un échange chaleureux, il a écouté leurs doléances sur les conditions de vie et a rassuré que les efforts sont en cours pour améliorer progressivement leur quotidien. En signe de solidarité, il leur a offert un lot important d'épargne et une enveloppe conséquente, renforçant ainsi la proximité entre les autorités militaires et les familles des forces de défense. Et c'est un nouveau souffle pour la paix en République démocratique du Congo. Plusieurs ex-combattants issus des groupes armés d'autodéfense ont remis volontairement leurs armes aux forces armées congolaises. Ces belligérants s'engagent ainsi à emprunter la voie de la réintégration sociale et contribuer durablement à la stabilité des communautés. Peggy Mukunda. Au total, 24 ex-combattants issus du village Lalo en chefferie des Mambissa ont remis 24 armes de type AK-47 et 112 munitions au FRDC. Ces armes ont été présentées au PDDRCS et réceptionnées par le général brigade Boni, le commandant second chargé des opérations et renseignements du secteur opérationnel Ituri. Dans le cadre des préparatifs de prochaines étapes de désarmement et de mobilisation des miliciens d'autodéfense actifs à Mabanga, dans le territoire de Djougou, une délégation mixte PDDRCS, 32e région militaire, Assemblée nationale, a effectué une mission samedi 23 août 2023. Conduite par le coordonnateur provincial intérimaire du PDDRCS, Flori Kitoko Manyanga, l'équipe des missionnaires était constituée du chef d'antenne du PDDRCS Djougou, Honoré Kakwa, du député national élu de la circonscription électorale de Djougou, Daniel Ouyewa, ainsi que des représentants de la 32e région militaire. Elle s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a placé les désarmements et démobilisations de groupes armés au cœur de la restauration de l'autorité de l'État dans cette province, et c'est là conformément au 2e pilier de la stratégie nationale du PDDRCS. Le coordonnateur provincial du PDDRCS a salué ce geste, soulignant qu'il s'agit d'un signe fort de la volonté de plusieurs jeunes de quitter la brousse pour s'engager dans la vie civile. Il a rappelé que ce processus est conforme à la stratégie nationale visant à mettre fin à l'activisme des groupes armés et à favoriser la paix durable en Ituri.
Déterminé à respecter le délai constitutionnel, le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a personnellement supervisé hier dimanche à Biboa les travaux d'élaboration du projet de loi de finances 2026. Pour finaliser et déposer le texte à temps à l'Assemblée nationale, une centaine d'experts économico-financiers des différents services budgétaires ont pris part à cette intense séance technique. Anita Luamboa et Chico Biponda. Pour l'exercice en cours et pour l'ensemble des arriérés, ça m'intéresse pour qu'on ait la vraie information. Je donne un exemple simple, par exemple, par rapport aux... À Biboa, dans la commune de Lansele, le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a supervisé le dimanche 24 août 2025 les travaux d'élaboration du projet de loi des finances pour l'exercice 2026. Avec lui, son vice-ministre Élisée Bokoumouana et le secrétaire au budget, Pierre Ronquet, ont rencontré une centaine d'experts budgétaires mobilisés pour peaufiner les documents à soumettre au gouvernement, puis à l'Assemblée nationale. L'objectif pour Adolphe Muzito, produire un budget dit de combat, centré sur le développement, le social et l'investissement, tout en respectant le délai constitutionnel du dépôt. 2026, nous sommes dans la lancée de pouvoir déposer les budgets dans les délais constitutionnels et les équipes sont là par rapport aux nouveaux objectifs de l'élaboration du budget, pistonnés par le VPM du budget, de sorte qu'on puisse atteindre les budgets à un niveau plus supérieur par rapport à ce que nous avons connu avant. Les travaux qui ont débuté le samedi portent notamment sur les recettes, les dépenses et les textes législatifs. En tout, 12 documents doivent accompagner le projet de loi. Le gouvernement espère ainsi proposer un budget ambitieux, mais aligné sur les réalités économiques du pays. La numérisation des dossiers administratifs des diplomates à la fonction publique ainsi que d'autres réformes essentielles. Ce sujet était au cœur des échanges entre l'ambassadeur de notre pays au Royaume de Belgique, Christian Dongala, et le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Nadine Kilocho, Cédric Keninaïmoke, Maluma. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a reçu ce lundi 25 août 2025 l'ambassadeur de la RDC auprès du Royaume de Belgique, Christian Dongala. Au cœur des échanges figuraient les avancées enregistrées dans la mise en œuvre de la réforme de l'administration publique, notamment la maîtrise des effectifs et la perspective de la numérisation des dossiers administratifs des diplomates par la fonction publique. Je profitais de mon passage à Kinshasa pour rencontrer le VPM fonction publique dans cette dynamique de l'opération d'identification des fonctionnaires de l'État. Donc je salue la démarche parce que ça éclaire, ça donne une nouvelle dimension dans notre fonction publique. Non seulement ça démontre la volonté du VPM de réformer notre fonction publique, mais aussi donner une autre image de la fonction publique. Parce que maintenant là, nos diplomates qui ont été identifiés font partie intégrante de la fonction publique. Donc c'est une démarche très très importante. Et aussi, au-delà de ça, j'ai tenu à témoigner, non seulement à rassurer le VPM en fonction publique de notre volonté de l'accompagner dans cette démarche de réformer notre fonction publique. Donc il peut compter sur nous en tant que diplomates pour l'accompagner dans sa mission. Matérialisant les assignations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait procédé il y a peu au lancement de l'identification biométrique des diplomates, démontrant ainsi la volonté du gouvernement de garantir une gestion moderne, fiable et centralisée des ressources humaines, y compris à l'étranger. À une semaine de la rentrée scolaire, une véritable course contre la montre s'est engagée dans plusieurs ménages congolais. Dans les marchés, les librairies, les grandes surfaces, les stands de fournitures scolaires, les parents affluent déjà en grand nombre pour préparer le retour en classe de leurs bambins. Malgré une conjoncture économique marquée par la hausse de prix, les familles tentent de satisfaire les besoins pressants de leurs enfants. Peggy Mukunda. 1er septembre 2025, date maintenue pour la rentrée scolaire 2025-2026 sur toute l'étendue du territoire national. À quelques jours de cette date butoir, les parents se pressent pour boucler la longue liste des fournitures exigées entre les enfants qui réclament leur marque préférée et les stocks qui s'épuisent rapidement. L'exercice vire souvent au casse-tête. La rentrée scolaire, dans quelques jours, on n'a pas le choix, il faut qu'on fasse vite pour moi parce qu'on n'a pas le choix. C'était déjà acheté depuis longtemps. Qu'ajouter quelques histoires seulement à ce qui était resté. J'ai beaucoup d'enfants, mais pour l'instant, je n'achète que pour le petit.
Si certains choisissent d'anticiper dès la mi-août, beaucoup attendent les derniers jours pour effectuer leurs achats. Rien à commenter, on connaît la situation du pays, donc il faut vraiment bouger les quais pour chercher quelque chose parce qu'il n'y a plus de temps. Les responsables redoublent d'efforts pour répondre à la demande et attirer les clients. Comme toujours et comme d'habitude, c'est une immense joie pour nous et une dévotion de répondre toujours présent aux besoins de nos clients. Nous invitons le parent parce qu'il y a les fournitures scolaires qui sont mises en vente ici à des prix vraiment abordables. Venez vous en procurer, pour vos enfants, pour que la rentrée scolaire soit vraiment effective pour vos enfants. La rentrée scolaire n'est donc pas seulement un moment d'excitation pour les enfants, mais c'est aussi pour les parents un véritable marathon. Chaque année, c'est la même course contre la montre. Parlons environnement, la jeunesse africaine se mobilise pour le climat. Les jeunes leaders plaident pour un avenir durable. Lomé Amafuta, le président du Forum international de la jeunesse africaine pour le développement, qui a présenté le rapport de cette structure, a lancé un message fort pour l'intégration des jeunes dans les décisions cliniques et du développement durable. Chimène Dondo. À Kinshasa d'abord, puis à Brazzaville, la jeunesse africaine fait entendre sa voix. Le 12 août dernier, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, le FIJADA, Forum international de la jeunesse africaine pour le développement, réunit de jeunes venus de tous les continents autour d'un même thème, créer un avenir durable, l'engagement de la jeunesse pour la planète. Le président du FIJADA, Loumé Amasuta Jonathan, a été reçu par l'honorable José Cyr Ebina du Congo-Brazzaville. À ses côtés, des représentants de la jeunesse congolaise viennent présenter les conclusions de la table ronde tenue à Kinshasa. Un rapport est mis aux autorités avec recommandation une meilleure intégration de jeunes dans les décisions climatiques. Ces documents, transmis à la Commission de l'Union africaine, pourraient devenir une feuille de route continentale. Parlons de cette avancée stratégique dans le renforcement de la gouvernance numérique en Afrique australe avec cet atelier régional sur les statistiques pour l'Observatoire d'éthique lancé ce lundi par le ministre des tutelles Augustin Kibassa Maliba. L'enjeu, disposer de données statistiques pour guider les politiques publiques, combler les écarts numériques et stimuler un développement inclusif. Marie Kalong et Bijou Kamba. C'est un vent de transformation numérique qui souffle sur Kinshasa. La capitale accueille un atelier régional stratégique sur les statistiques liées aux technologies de l'information et de la communication. Un rendez-vous de haut niveau placé sous l'égide de la communauté de développement de l'Afrique australe, en sigle SADC. Des travaux lancés par le ministre des Postes et Télécommunications, Maître José Mpanda Kabango, en présence du président de l'ARPTC et de la secrétaire exécutive adjointe de la SADC. Le ministre a rappelé le fait que les nouvelles technologies ne sont plus un simple outil, mais bien plus des leviers incontournables du développement économique et social. Je suis convaincu que nos efforts conjoints, notre détermination, nos échanges de bonnes pratiques nous permettront d'atteindre nos objectifs. Ensemble, nous pouvons bâtir la SADC. Le président de l'ARPTC, pour sa part, voit en cette rencontre une opportunité cruciale de renforcement des capacités dans la collecte et l'analyse des données. Nous allons bénéficier de ce benchmark pour que, quand on doit décider sur les communications électroniques ensemble, que nous ayons les données de la région comme argument pour faire avancer les communications électroniques. Par ailleurs, la secrétaire exécutive adjointe de la SADC a mis l'accent sur l'importance des statistiques fiables pour le développement régional. Cet atelier marque une étape clé vers une transformation numérique réussie pour la RDC et l'ensemble de la sous-région avec l'implication active des acteurs publics et des partenaires internationaux du secteur. Je vous emmène sur la route. L'avenue Assolongo, jadis impraticable à cause de son état de délabrement avancé, se veut un axe routier stratégique reliant plusieurs quartiers des Bandalungu à Ressoa, les travaux pour sa réhabilitation. En plein exercice de ses vacances parlementaires, le député provincial Jared Panzou a procédé au lancement officiel de ces travaux après la réussite du premier plaidoyer de réhabilitation sur l'avenue Kisangani, désormais opérationnelle. Regardez. Cette nouvelle phase de la réhabilitation de l'avenue
Assolongo s'étend jusqu'au prolongement de l'avenue Madouda, à la jonction avec l'avenue Kasavubu. Satisfait du début des travaux, l'élu provincial de Bandalungwa, Jared Pandjou, a réaffirmé son engagement en mobilisant des jeunes volontaires issus de la base pour contribuer activement à la réussite du chantier et en assurant un suivi permanent pour l'avancement des travaux. Tout en remerciant les autorités exécutives, tant nationales que provinciales, l'honorable Jared Pandjou reste déterminé à poursuivre d'autres plaidoyers pour la réhabilitation des axes principaux de la commune. Nous sommes allés voir l'exécutif, tant au niveau provincial que national, pour soumettre les préoccupations concernant les questions d'infrastructure de la commune de Bandalungwa. Donc, nous avons mené le premier plaidoyer qui était la réhabilitation totale de l'avenue Kisangani, chose faite. Et là, nous sommes maintenant à l'étape de l'avenue Assolongo. Après l'avenue Assolongo, les travaux vont se poursuivre sur l'avenue Madouda jusqu'à sortir de l'avenue Kasavubu. Cette démarche vise non seulement à désenclaver la commune, mais aussi à rendre praticables toutes les artères principales pour le bien-être des Ndaloises et des Ndalois. Cet acte vient renforcer la circulation des personnes et leurs biens dans cette municipalité qui relie la circonscription de Funa à celle de la Lukunga par les communes de Kitambo et de Ngaliema. Et dans sa quête constante d'améliorer la mobilité urbaine et de garantir un transport en commun sécurisé, le gouvernement congolais vient de franchir une nouvelle étape. 30 bus tout neufs ont été remis officiellement à la société de transport public Transco ce lundi dans le cadre d'un partenariat stratégique entre l'État congolais et la firme Suprême Automobile. Pierre Mbouyoussaïdi. C'est au nom du vice-premier ministre en charge des transports, voies de communication et des enclavements Jean-Pierre Bemba Gumbo empêché que le secrétaire général au transport Jean-Marie Aboliataba a présidé la cérémonie officielle de la remise des 30 nouveaux bus à la firme Transco. Une des voies efficaces pour le gouvernement de la République d'élargir les réseaux d'exploitation urbaine et interprovinciale des Transco à travers la mobilité des personnes et de leurs biens tant à Kinshasa qu'au Congo profond. C'est ici pour nous une occasion donc, pour rendre hommage à son Excellence, Monsieur le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, de l'unité nationale et du bien-être du Congolais, dont sa vision est le souci majeur et qu'il ne cesse de porter sur le social du Congolais en général et les Quinois en particulier. Un nouveau départ vient d'avoir lieu et s'ajouter aux réalisations opérées par votre serviteur depuis sa prise de fonction avec l'appui de tout le personnel. La vision étant grande pour Transco, ça appelle à la prise de conscience de son personnel, au changement de mentalité et d'approche pour réaliser cet objectif tant entendu par la population et tel que tracé par la vision du chef de l'État. Ces nouveaux bus Pempa neufs, fruit du partenariat gagnant-gagnant entre le gouvernement de la République et la Société Suprême Automobile, cristallisent la vision sociale du chef de l'État, celle d'offrir aux Congolais la joie de se déplacer dans un confort luxueux et en toute sécurité routière dans le bus Transco. Kinshasa accueille du 25 au 28 août courant la 15e Assemblée générale du Consortium africain des fonds pour l'environnement. Le fonds Okapi pour la conservation de la nature assure la représentation du pays à cet événement d'envergure qui a pour rôle de partager l'expérience congolaise en matière de financement innovant pour la préservation de la flore, la faune et les écosystèmes menacés tout en consolidant les partenariats stratégiques avec les autres pays africains. Edith Chala. Premier à être créé en Afrique, le parc de Virunga fête ses 100 ans. Des parcs nationaux de la République démocratique du Congo infestés par des groupes armés et des armées régulières des pays voisins. Des raisons suffisantes pour que se tienne à Kinshasa la 15e Assemblée générale du Consortium des fonds africains pour l'environnement, CAFE en sigle, dont le fonds Okapi est membre fondateur. Les participants venus des différents pays membres réfléchissent à Kinshasa du 25 au 28 août courant sur les financements de la conservation de la nature et de l'environnement. Victor Kabengele, président du fonds Okapi de la République démocratique du Congo, explique le sens du travail attendu à la fin de ces assises. Le consortium, comme je l'ai dit, regroupe l'ensemble des fonds fiduciaires. Les fonds fiduciaires ont pour objectif de collecter
n'est-ce pas, de l'argent. C'est ce revenu-là que nous mettons maintenant à la disposition. Nous finançons maintenant les parcs. Le ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat qui se félicite de voir à l'agenda des travaux la question du bassin du Congo est bien conscient de la responsabilité de la République démocratique du Congo dans la protection de sa biodiversité, unique au monde pour certaines espèces. Ces travaux aboutiront à la déclaration de Kinshasa qui mettra davantage les divers acteurs devant leurs responsabilités. Sauver des vies par la prévention, c'est sous ce thème que la campagne gratuite de dépistage du cancer du sein et du col utérin vient d'être lancée du 25 au 30 août par le docteur Daniel Bachobé. Ceci dans l'objectif de prévenir, de diagnostiquer et de protéger toutes les femmes malades ou en bonne santé. Chez Mendondo. Faut sauver de vie par la prévention du cancer. C'est le leitmotiv de la campagne de dépistage gratuit du cancer de sein et de col de l'utérus lancée par cette formation médicale. Le médecin directeur, le docteur Daniel Bachobé, explique le sens de cette campagne. L'objectif, ce n'est pas seulement de soigner. L'objectif, c'est de prévenir les complications. Par la plupart des femmes, ils arrivent dans un stade déjà beaucoup plus avancé du cancer. La prise en charge devient très lourde. Parce que le cancer des seins ne concerne pas seulement les femmes, ça concerne les hommes. Toute personne à un âge beaucoup plus avancé, au-delà de 25 ans, nous sommes obligés de nous faire dépister. Nous faisons les examens des seins et nous prévoyons, s'il y a suspicion de quelque chose, nous faisons les mammographies pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se former déjà. Et voilà, nous faisons aussi des colposcopies pour regarder l'état du col. Lorsqu'il y a suspicion de quelque chose, il y a une image qui est vue, qui n'est pas trop claire, ils font des colposcopies pour voir et faire les prélèvements aussi pour amener à la pâte. Donc, moi, je peux demander tout simplement à toute la population quinoise de se mobiliser en masse, pas seulement cette période de campagne, mais en tout cas que ça soit une habitude. Chaque après une année, 2 ans, 3 ans, de se faire dépister pour connaître leur état. Pendant 5 jours, soit du 25 au 30 août 2025, les potentiels malades ou les personnes en bonne santé vont bénéficier de soins gratuits, consultations, dépistage et prise en charge médicale par un personnel soignant qualifié. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI s'engage dans une nouvelle ère de modernisation et d'efficacité. Son directeur général a ouvert les travaux du plan d'action triennal 2026-2028 destiné à analyser collectivement les difficultés rencontrées dans les différents domaines d'intervention et à définir les perspectives d'avenir du FPI à l'Ambikaï. Sous l'impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a placé l'industrialisation du pays au rang de priorité nationale, les fonds de promotion de l'industrie FPI amorcent une profonde mutation. L'ambition est claire, transformer l'immense potentiel du pays en richesse concrète et durable au bénéfice des populations. Dans son adresse au cadre et invité du FPI à cet atelier, le nouveau directeur général Hervé Claude Ntumba Batukonke a réaffirmé cette vision en insistant sur la nécessité d'un repositionnement stratégique. Pour lui, le FPI ne sera plus simplement un instrument de financement, mais bien plus qu'une véritable institution de développement moderne, robuste et centrée sur la performance, l'impact et l'efficacité. Les travaux que nous entamons aujourd'hui sont donc cruciaux. Ils doivent nous permettre de sortir du statu quo et de nous doter d'un plan d'action réaliste, structuré et mesurable pour la période 2026-2028. Des priorités clairement identifiées, des indicateurs de performance précis et des mécanismes de suivi et d'évaluation rigoureuses. Notre démarche est guidée par un double objectif. D'une part, améliorer la performance globale de notre institution par une gestion rationnelle des ressources et d'autre part, contribuer activement à bâtir un tissu industriel congolais qui soit à la fois compétitif et performant. Au directeur cadre expert réunis pour cet atelier stratégique, la direction générale a lancé un appel à des échanges francs, constructifs et innovants. L'atelier ouvert officiellement par ces mots empreints d'espoir et de détermination marque le début d'une dynamique nouvelle au sein du FPI avec l'ambition de faire de l'institution un acteur incontournable de développement industriel et économique du pays.
La SENCO, l'ECC et la coalition interconfessionnelle viennent de lever le voile sur la feuille de route du pacte social du bien vivre ensemble lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa, une initiative visant à baliser le chemin vers la tenue prochaine du dialogue national. Nicole Seseploka et Papi Mboma. Les conflits armés récurrents ayant ravagé la République démocratique du Congo au cours des 30 dernières années n'ont pas laissé indifférentes les confessions religieuses. Face à cette situation, la plateforme des confessions religieuses au Congo ainsi que la coalition interconfessionnelle pour la nation avait lancé l'initiative nationale pour une concertation inclusive des paix pour la réconciliation et l'unité nationale durable en RDC. La mise en application de cette initiative avec Monseigneur Donatien Cholet. Les éléments de la feuille de route constituant la trame du processus national inclusif de paix en République démocratique du Congo. Le mois de la paix. Cette première étape marque une transition stratégique entre les contextes de méfiance et les contextes de l'acceptation mutuelle en vue de mettre les uns les autres dans les conditions préalables à un dialogue national et inclusif. Les thématiques retenues, stratégie de défense nationale et de sécurité transfrontalière, processus démocratique et prospective électorale, questions identitaires et cohabitation intercommunautaire, coopération régionale et traité des bons voisinages transfrontaliers. Enfin, justice et droits humains. Le dialogue des experts va poser les bases du futur pacte social pour la paix, a indiqué le révérend Eric Senga de l'ECC. Politique pour finir, Eteni Longondo lance un appel fort à la cohésion au sein de l'UDPS. Dans une conférence de presse tenue ce lundi, l'ancien ministre de la Santé a exhorté les cadres et militants du parti présidentiel à faire un bloc autour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, rappelant que seule l'unité permettra à l'UDPS de rester le moteur de transformation sociale attendu par le peuple congolais. Jean-Pierre Ndolo Demazou et Patrick Kachala. Retour à l'unité au sein de l'UDPS, tel est le message qu'a lancé le député national Eteni Longondo devant la presse lundi 25 août 2025. Ce haut cadre du parti au pouvoir UDPS a insisté sur la réconciliation des cadres et membres de ce parti présidentiel. Selon lui, l'UDPS ne pourra véritablement consolider ses acquis et soutenir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que si ses membres arrivent à privilégier l'entente et le mieux vivre ensemble. Notre souhait est de voir le dirigeant de notre parti se mettre ensemble et réfléchir pour mettre fin à nos querelles. Je suis convaincu que si nous nous mettons ensemble et discutons, ce point de désordre sera levé et notre parti ira de l'avant dans l'arène politique pour bien accompagner le chef de l'État et mieux implémenter la vision de notre mentor à la personne de Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Il a par ailleurs ajouté que les querelles internes fragilisent non seulement la formation présidentielle, mais aussi le leadership du chef de l'État. Car l'UDPS a la charge de relever les défis politiques et sociaux du pays en soutenant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Contrairement à ce que d'aucuns en ont pensé, la réorganisation du parti, loin d'affaiblir et de désunir, elle rassemble, énergise, fortifie et améliore. Ce plaidoyer pour la réconciliation interne intervient dans un contexte où plusieurs voix, tant au sein de l'UDPS que de l'opinion publique, s'élèvent pour demander un apaisement des tensions internes jugées préjudiciables à la stabilité du parti au pouvoir.
Et ce communiqué, le cadastre minier Camille en sigle informe les titulaires des droits miniers et de carrière qu'ils sont tenus conformément aux dispositions des articles 387 alinéa 1er et 391 alinéa 1er du règlement minier de lui transmettre dans les délais prescrits les preuves de commencement des travaux relatifs à chaque droit minier ou de carrière. Cependant, force est de constater que sauf preuve contraire, les titulaires des droits miniers et de carrière repris sur les listes en annexe déjà transmises à la direction des mines ne se sont pas conformés à ces dispositions réglementaires. Le CAMI rappelle que le commencement des travaux dans les délais légaux constitue l'une des obligations des maintiens de la validité des droits miniers et de carrière. Fête à Kinshasa le 20 août 2025 pour Paul Maboulia Yenga. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Kindu, dans la province du Maniema et partout ailleurs sur satellite. Ce journal a été coordonné par Jacques Kababa, rédigé par Gauthier Kessi, Diane